Mesdames, messieurs ou aucun des deux, bienvenue dans notre émission hebdomadaire, dans laquelle on va vous parler des films sortant chaque semaine, que ce soit dans les salles obscures ou sur les plateformes de streaming. L'idée n'est pas de vous en faire des critiques, mais plutôt de vous donner envie d'aller voir toutes sortes de films, de laisser leur chance à des œuvres plus méconnues, on peut parler de productions indépendantes comme de blockbusters, en faisant de notre mieux pour les mettre toutes au même niveau, et vous présenter le travail des metteurs et metteuses en scène derrière tous ces projets. Pour la semaine du 26 octobre, on va enchaîner avec toutes les sorties en salle, à cette date-ci, en commençant par La Conspiration du Caire de Tariq Saleh. Thriller égyptien dépeignant un conflit entre les élites religieuses et politiques du pays, héritage du renouveau du cinéma arabe, duquel découlent des auteurs passionnants, à leur tête Saïd Roustahi, réalisateur iranien derrière La Loi du Téhéran, ou encore cette année l'excellent Leila et ses frères, thriller et tragédie familiale pouvant se revendiquer du parrain. Tariq Saleh, quant à lui, a réalisé majoritairement des thrillers dont le pilier de l'histoire c'est le complot, et ce dès son premier film Metropia, un film d'animation de science-fiction décrivant une dystopie souterraine inspirée des travaux d'Orwell, forcément. On lui doit également les thrillers Tommy, Le Caire confidentiel, ou encore prochainement The Red Circle, remake du film Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, avec Alain Delon et Yves Montand. Melville, immense réalisateur français et principal représentant du film noir en France. Il a également réalisé un épisode de l'excellente série d'HBO Westworld, adapté du roman de Michael Crichton, auteur de Jurassic Park, et créateur d'œuvres de science-fiction, dans lesquelles le futur du divertissement devient toujours défectueux. Westworld, série créée et écrite par Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan, et produite par J.J. Abrams. On reste dans le thriller, mais cette fois-ci chez nous, avec Bowling Saturn, film français que l'on doit à la metteuse en scène Patricia Mazui, dans lequel l'héritage d'un bowling provoque une ascension de violence au sein d'une famille, dans laquelle le jeu de quilles devient une métaphore d'un jeu de manipulation interne, dans lequel chaque membre de cette famille va essayer de faire tomber les autres. Une famille disloquée, une thématique chère à la réalisatrice, n'ayant mis en scène que des drames et thrillers familiaux, se déroulant principalement dans la campagne française, souvent théâtre de drames du genre, comme dans ses films Peau de vache, Des taureaux et des vaches, ou encore Basse-Normandie. C'est également à elle qu'on doit Paul Sanchez est revenu, avec Laurent Lafitte, son précédent film sur un criminel refaisant surface 10 ans plus tard, rappelant quelque peu l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès et sa présumée arrestation dans un aéroport en 2019, un an après la sortie du film de Mazui. On reste en France en passant du côté de la comédie dramatique avec Plancha, suite de la comédie Barbecue, sortie en 2014 et déjà réalisée par Éric Lavenne, ayant débuté chez Canal+, comme scénariste sur Les Guignols de l'info, puis sur les séries Faut-il des Robins des Bois, ou encore la série H avec Eric et Ramsey, avant de se lancer dans la mise en scène de comédies à la qualité variable, souvent avec Franck Dubosc, comme dans Incognito et Bienvenue à bord, ou avec Alexandra Lamy, comme dans Retour chez ma mère ou Chamboule-tout. Le premier opus était une sorte de huis clos ouvert, théâtre de comiques de situation, assez sympathique dans lequel Lambert Wilson, pour ses 50 ans, subissait un infarctus et devait faire attention à sa santé, or son personnage a passé sa vie à faire attention, à ne jamais vivre dans l'abondance, comme le revendique un certain chef d'État issu de la bourgeoisie, et donc de l'abondance. Le deuxième opus devrait visiblement se concentrer sur le personnage de Guillaume de Tonquédec, fêtant à son tour ses 50 ans, entouré d'un casting 5 étoiles, comprenant à ses côtés Franck Dubosc, Jérôme Commandeur ou encore Lionel Abelansky, mais sans Florence Foresti, présente dans le premier opus et absente de cette suite. Continuons notre lignée dans les sorties françaises avec Mascarade, nouveau film de Nicolas Bedos, fils de Guy Bedos, aussi réac que son père, qui, quand on lui laisse faire des films plus intimistes, a pu nous donner des choses très touchantes et assez feel-good, telles que les romances Monsieur et Madame Adelman ou encore La Belle Époque, qu'on vous recommande fortement. Mais quand il se retrouve aux commandes d'une franchise dont il ne comprend pas l'essence, il nous donne des choses très maladroites comme OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire, comédie d'aventure n'ayant rien compris du pastiche que proposaient les deux premiers opus de Michel Hazanavicius, deux chefs-d'œuvre de comédie, et commentaires sociaux sur l'époque qu'il dépeignait, là où le film de Bedos devient un commentaire réac sur notre époque, utilisant l'image d'OSS 117 pour parler de cancel culture en cabotinant et trébuchant autant qu'un Buster Keaton avec 3 verres dans le nez. Bedos a l'air de revenir ici à ses débuts avec un film plus intimiste, dans lequel l'amour entre un gigolo, interprété par Pierre Ninet, et une arnaqueuse, interprétée par Marine Vach, va les pousser à monter un coup monté, une mascarade, contre deux bourgeois en la personne d'Isabelle Adjani, une ancienne star du cinéma comme dans la réalité, et François Cluzet, un agent immobilier, afin de leur substituer leur fortune. On vous propose ensuite L'école est à nous, d'Alexandre Castagnetti, qui n'a fait que des comédies adolescentes comprenant les deux adaptations de la bande dessinée Tamara, ou encore La Colle, une comédie sur une heure de colle qui s'avère être une boucle temporelle. Il continue ici avec une critique du système éducatif français, proposant un film feel-good dans lequel une prof de maths profite d'une grève générale dans un collège pour laisser les élèves faire ce qu'ils veulent, les laissant libres de leur curiosité et de leur désir de créativité et de savoir, un système déjà appliqué dans quelques pays où il a fait ses preuves, dont la Finlande, connue pour avoir les meilleurs résultats scolaires au monde. On reste dans l'adolescence avec Klaus de Lucas Dont, un metteur en scène belge très engagé dans la cause LGBT, puisqu'on lui doit Girl, sur une fille trans désirant devenir danseuse étoile, et propose ici la découverte de l'homosexualité de deux jeunes garçons de 13 ans,
dans un drame touchant à la photographie éblouissante, ayant remporté le Grand Prix du Festival de Cannes, et qui sera distribué aux US par A24, qui s'est avéré être, au fil des années, la société de production et de distribution de films indépendants la plus importante depuis déjà une décennie, proposant une multitude de visions artistiques, toutes plus époustouflantes les unes que les autres, et quand ils font le choix de distribuer un film comme Close, c'est que généralement il vaut le coup d'œil. Restons dans le drame en vous proposant Méduse de Sophie Lévy, un premier long métrage dépeignant une romance dans laquelle Romane, devant s'occuper de sa sœur devenue handicapée des suites d'un accident, tombe amoureuse de Guillaume, qui va essayer de se consacrer à la sœur de sa bien-aimée et peut-être profiter de son état pour obtenir plus d'elle. L'occasion de revenir sur la situation des personnes handicapées de manière générale, et plus particulièrement des femmes handicapées, qui de par leur statut social sont 2 fois plus vulnérables à subir des abus de la part des hommes. Pour rester dans une ambiance pesante et sur un message féministe, on vous propose un film d'horreur, La proie du diable, de Daniel Stamm, metteur en scène qui nous provient principalement de la télévision, puisqu'il a réalisé quelques épisodes de séries d'horreur, tels que Scream, Fear the Walking Dead ou Into the Dark. Dans la lignée de L'Exorciste, il nous propose ici un film d'horreur des plus académiques, dans lequel le Vatican ouvre une école d'exorcisme, en constatant l'augmentation des possessions démoniaques ces dernières années, mais interdit aux nonnes, donc aux femmes, d'être exorcistes, jusqu'à ce qu'une sœur, Anne, fasse ses preuves, mais se retrouve désormais être la proie du diable. On parle donc de la place des femmes dans l'Église et l'institution catholique, pas dans la religion catholique en elle-même, nuance, souvent négligée car considérée, pour tout désir de tentative de prise de pouvoir de la part d'une femme, comme de la sorcellerie, comme on a pu le constater au fil de l'histoire, et qui ici, de par son potentiel, se retrouve être littéralement la proie du mal incarné. En parlant de grandes institutions abusives, on vous propose Amsterdam de David O. Russell, metteur en scène des dérives et des déboires de la société américaine, comme il a pu le faire dans Les Rois du désert, dépeignant la position de l'armée américaine au Moyen-Orient, Joy, dressant le portrait d'une femme éduquée sous le drapeau du grand libéralisme économique, devenant victime de ce mirage fantasmé que fut le rêve américain, ou encore American Bluff, sur l'un des plus gros scandales et complots d'escroquerie qu'ait connu le pays dans les années 70, incluant la mafia et le FBI. On reste dans la même lignée avec Amsterdam, dans lequel on suit 3 amis, Christian Bale, John David Washington et Margot Robbie, se retrouvant au cœur, comme dans American Bluff, de l'une des intrigues les plus scandaleuses et pourtant oubliées de l'histoire américaine, celle dite du business plot, aussi nommé le putsch de la Maison Blanche, une conspiration politique qui s'est déroulée en 1933, visant à effectuer un coup d'état militaire pour faire tomber le gouvernement du président de l'époque, Franklin D. Roosevelt, et installer une dictature militaire, comme il se fera 4 décennies plus tard sur le continent, dans de nombreux pays d'Amérique latine. Nos 3 protagonistes se retrouvent alors témoins du meurtre d'un sénateur, mais s'avèrent devenir les principaux suspects, ce qui n'est pas sans rappeler une autre affaire, celle de Richard Jewell, sur laquelle Clint Eastwood avait réalisé un long métrage par ailleurs, dans laquelle un agent de sécurité, déjouant un attentat, se retrouve alors être le principal suspect et l'homme le plus détesté des États-Unis. En bref, on vous propose seul Les Dossiers Silver Cloud, le premier long métrage de Jérôme Dacier, un thriller d'espionnage avec Asia Argento, fille du réalisateur italien Dario Argento, un des grands représentants du giallo, avec ses films Suspiria ou encore Les Frissons de l'angoisse. On a ensuite Super Z, une comédie d'horreur française, sur la fuite d'une famille de zombies génétiquement modifiés d'un laboratoire. On termine les sorties en salle avec Mon Pays Imaginaire, le nouveau film de l'immense documentariste chilien Patricio Guzman, ayant collaboré à ses débuts avec Chris Marker, pour nous proposer de nombreux documentaires contemplatifs sur fond de dénonciation de la dictature de Pinochet que le pays a subi entre 1974 et 90, comme dans sa trilogie multiprimée de documentaires comportant Nostalgie de la lumière, Le bouton de nacre et enfin La cordillère des songes. Il nous propose ainsi, dans cette lignée, de suivre ici les manifestations dans les rues de Santiago, en lien avec la révolution sociale de 2019, en bref Mi País Imaginario, nous propose en images l'équivalent chilien du mouvement des Gilets jaunes. On finit avec les sorties en streaming, avec d'abord un film d'animation fantastique, Wendell and Wild, réalisé par Henry Selick, animateur de génie, à qui l'on doit L'étrange Noël de Monsieur Jack et le film d'animation horrifique Coraline, d'après le roman de Neil Gaiman. Le film est également coécrit par Jordan Peele, un des nouveaux grands noms du cinéma d'horreur, depuis Get Out, Us et plus dernièrement Nope. La sortie est prévue sur Netflix le 28 octobre. Pour finir, on vous propose exceptionnellement une série, plus particulièrement d'horreur, Le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro. Del Toro, metteur en scène mexicain, héritier des films de monstres de la Hammer Productions, à qui l'on doit Le labyrinthe de Pan, Hellboy, Pacific Rim ou encore le film oscarisé La forme de l'eau. Il produit ici une série d'horreur d'anthologie, dont la direction artistique découle entièrement de son cinéma, et c'est pourquoi nous vous en parlons ici, parce qu'on a très hâte de la voir. Sortie prévue sur Netflix le 25 octobre. C'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, on espère qu'on vous aura donné envie de voir des films variés, de donner leur chance à des films un peu moins connus, qu'on vous aura intrigué. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, disponibles en description. En attendant, regardez des films, soyez curieux, curieuses, ou les deux.